Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau live Branché TV. Je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines d'absence pour animer le live de ce soir et d'autres lives à venir. Alors, ce soir, nous faisons un live qui n'est pas une formation, mais un live débat consacré à une thématique toujours d'actualité, la relation praticien-patient. Confiance, communication, information, consentement, annonce difficile. Cette relation est fragile et pourtant tellement importante, tellement déterminante dans l'annonce d'une pathologie, quelle qu'elle soit, et ensuite dans le choix d'une thérapeutique avec le patient. Et pour en parler ce soir, je vais vous présenter sans plus tarder mes trois invités. Alors, comment créer un lien de confiance, déjà, c'est ce que nous verrons ce soir bien sûr, et quels sont les outils et les bonnes pratiques pour une communication sereine avec son patient. À ma droite, le docteur Antoine Watrelot. Bonsoir Antoine. Bonsoir. À ma gauche, Audrey Chavas. Bonsoir Audrey. Bonsoir Alexia, bonsoir à tous. Et une soirée sans patient pour parler de ce sujet ne serait pas une soirée efficace. Donc je suis aussi avec Raymond. Bonsoir Raymond. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Raymond qui est donc patient expert, patient aussi tout court, vous allez nous parler de votre histoire. Et également, vous êtes directeur du département universitaire des patients Grenoble-Alpes, voilà, donc de l'université. J'ai oublié de préciser, excusez-moi, donc Antoine Watrelot, il était président de Fondapro. Fondapro, qui est une fondation sous l'égide de la Fondation de France et qui est partenaire de ce live de ce soir, en fait. Donc, vous voyez le logo de Fondapro juste derrière moi et celui de l'Université de Grenoble également. Antoine, un mot rapide sur cette fondation. Quelle est sa mission ? Alors, cette fondation est une fondation qui est jeune, puisqu'elle a 6 ans maintenant. Elle a été créée à l'initiative, d'une part, d'un assureur, Branché, qui nous accueille ce soir, et d'autre part, de médecins qui constitue Aspro, c'est-à-dire en gros 6000 médecins qui se réunissent autour du plateau technique lourd. Et pourquoi on a fait cette fondation ? C'était en disant finalement, on parle beaucoup entre médecins, chirurgiens, etc. et on oublie un peu les patients. Donc c'était en fait pour aller un petit peu tendre la main de l'autre côté de la rive, si on peut dire, pour voir avec les patients ce qu'on pouvait faire ensemble pour améliorer la sécurité, améliorer les rapports entre nous. Et donc, alors on a fait, je ne passerai peut-être pas sur toutes les initiatives que nous avons eues depuis 6 ans, mais on a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Et le débat que nous avons ce soir, c'est justement une illustration des missions que nous nous sommes données. Merci Antoine. Audrey, vous allez assurer la modération du chat ce soir. Donc, si vous avez des questions, mesdames, messieurs, comme d'habitude, vous les posez et on tentera d'y répondre, bien sûr, à un maximum de questions. Et Audrey, vous êtes aussi déléguée générale de Fondapro. C'est ça. Donc vous connaissez très bien la Fondation, les sujets, les actions qui sont entreprises justement pour répondre à la mission dont vient de parler Antoine. Je vous propose de démarrer, je crois que j'ai rien oublié. Alors Raymond, on va passer à vous. Vous êtes donc patient expert, on va revenir un peu sur ce rôle, puisque aujourd'hui on parle de patient partenaire, patient expert, mais vous êtes avant tout patient. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu déjà comment s'est passée l'annonce de votre diagnostic ? Est-ce que vous avez un souvenir déjà de l'annonce de votre pathologie ou de vos pathologies ? Alors j'ai un souvenir parce que je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'on oublie. J'ai un souvenir, ça s'est mal passé. J'ai eu 2 annonces en fait. La première s'est très mal passée parce que le médecin m'a reçu. C'est la première fois que je voyais un néphrologue. Il m'a reçu dans un grand bureau, il me fait à peine asseoir, et il me dit « Voilà, monsieur Merle, je ne vais pas y aller par 4 chemins, vos reins sont foutus, vous allez dialyser, et si vous avez de la chance, vous serez transplanté. » Donc, première annonce, un peu, je sors de là, sidération, etc. C'était pas très bien. Et puis, je me posais la question « Mais je vais rentrer à la maison, mais comment je vais annoncer ça ?» Et du coup, je rentre chez moi, et je me pose la question « Mais ça a été ta journée, tout impeccable. » Donc, moi, j'ai dit « Bon, pas très bien, on m'a dit que mes reins étaient foutus, donc voilà, c'était un peu compliqué. » Et la deuxième annonce, le médecin me reçoit dans un colloque singulier, dans son bureau, en face, comme il faut. Il prend ma carte et mes coordonnées, et me dit « Bon, on va se tutoyer parce qu'on habite le même village. » Et là, je me suis dit « Je ne suis pas dans le même monde, en fait. » Et en fait, entre le moment où le premier annonce, je suis sorti de là complètement désarçonné. La deuxième annonce, c'est là où je me suis dit,
Finalement, c'est là où j'ai commencé à comprendre ce qui pouvait m'arriver. Et ça s'est passé comme ça. Et donc la deuxième annonce, c'est mieux passé? Le médecin a été plus... L'annonce s'est mieux passée, puisque le médecin s'est mis en face de moi. Il m'a bien expliqué les choses. J'ai eu le temps de comprendre. La première annonce a duré 10 minutes, la deuxième a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Donc il a pris le temps de m'expliquer. Moi, j'avais 2 enfants à l'époque. Je me suis dit, mais est-ce que je fais un cadeau empoisonné à mes enfants? Enfin, je veux dire, il y a plein de questions. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et ça, j'ai pu exprimer ces choses avec le médecin parce que j'ai trouvé qu'il était à l'écoute. Oui, à l'écoute, réceptif à ce que vous pourriez ressentir. Ouais. On va revenir après sur ce que vous faites justement en tant que patient expert. Antoine, donc, vous êtes chirurgien gynécologue à Lyon. Je ne l'avais pas précisé, je crois, en intro. Et vous êtes notamment spécialiste de l'endométriose, qui touche quand même 1 femme sur 10, je crois, en France. Tout à fait. Donc c'est une pathologie chronique avec des grades plus ou moins élevés. Mais bon, au-delà de cette pathologie, j'imagine que des annonces, vous en avez fait depuis le début de votre carrière. Tout à fait, oui. Alors l'annonce, elle est à différents niveaux. Et en fait, on se rend compte que les annonces difficiles, ceux qu'on va donner aux patients ne sont pas forcément celles que l'on ressent nous. À savoir que, par exemple, une fausse couche précoce à 8 semaines, pour la majorité des gynécologues, comme c'est un phénomène qui est assez fréquent, 15%, on va dire, c'est une petite fausse couche. Non, pour la patiente, il n'y a pas de petite fausse couche. C'est une fausse couche et c'est un drame. Alors, il y a différents niveaux, mais c'est important. Alors, c'est la même chose. L'endométriose, c'est pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie qui est quand même grave. Et c'est vrai qu'il est plus facile de parler d'une endométriose que d'annoncer à une patiente qu'elle a un cancer de l'utérus. Donc, tout est une question de gradation. On parle d'empathie, c'est sûrement extrêmement important. On verra peut-être tout à l'heure les différents stades d'acceptation, d'abord de révolte, de sidération, tu en avais parlé, pour ce genre d'annonce. Et je crois que on n'est pas forcément tous très bien formés pour ça. C'est quelque chose qui est certain. Et donc, on a à apprendre les uns des autres. Et c'est un peu le sens de cette fondation, d'essayer de progresser ensemble. Merci Antoine. Alors, il y a aussi l'annonce. Bon, on peut revenir après sur les différents types d'annonces. Là, on a parlé de l'annonce d'une pathologie. Mais il y a aussi, Antoine, l'annonce d'une complication liée aux soins. Ça, c'est pas pareil. Alors ça, c'est absolument vrai. C'est quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué parce que, d'une part, c'est vécu souvent par le chirurgien comme un échec. On a une complication. Or, pourtant, il faut admettre le fait qu'on a tous, même si on est un chirurgien absolument génial, on aura tous des complications. Mais c'est quand même vécu par le thérapeute comme un échec. Donc, c'est pas facile. Ça renvoie quand même à un certain nombre de choses difficiles. Le patient, il faut lui annoncer. C'est pas facile non plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se rend compte qu'il y a souvent des retards à la prise en charge d'une complication parce qu'il y a eu des freins qui se sont mis. Alors on pourrait en discuter longtemps parce qu'il y a plein de freins qui vont faire qu'on va se donner une bonne raison de délayer ou de délayer au sens anglais du terme, c'est-à-dire de différer l'annonce de cette complication. Oui. Qui auront des conséquences, parce que si dans certaines pathologies, le retard d'une prise en charge peut-être même de 2 ou 3 heures peut avoir des conséquences graves. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Oui, donc là aussi, il y a des outils sur ce cas-là. Mais sur le cas de ce qu'on disait avant, donc à savoir l'annonce d'une pathologie, donc que ce soit un cancer de l'utérus, une pathologie chronique comme l'endométriose ou un aléa de type fausse couche. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous avez dit parce que je crois qu'à l'hôpital... je ne sais plus si c'est à Port-Royal ou à Saint-Joseph, ils ont créé une cellule psychologique pour les femmes qui ont vécu des fausses couches parce que justement, peu importe le terme, c'était un peu banalisé par les médecins. Bon, après, ce n'est pas le même degré de gravité, même si on n'est pas là pour comparer qu'une pathologie chronique grave ou qu'un cancer. Mais dans ce cas-là, Antoine, d'après vous, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout pas faire? Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience? Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on soit formé. Ce n'est pas forcément évident aujourd'hui. Dès l'internat? Oui, bien sûr, dans les études médicales. Alors, je pense que peut-être maintenant, il y a des formations, il y a des simulations, peut-être Raymond nous en parlera. Ça progresse, grâce en particulier aux patients partenaires, aux patients experts. Donc, c'est une première chose. Sinon, que faut-il faire? Je crois qu'il faut montrer de l'empathie. Il faut savoir qu'effectivement, le malade ne va pas retenir tout de suite l'annonce, surtout quand elle est grave, et qu'il faudra donc prévoir un deuxième entretien. Ça, c'est sûrement quelque chose d'important. Il faudra sûrement savoir répondre aux questions
aller au-devant des questions, mais pas forcément trop en dire non plus, en particulier quand le pronostic est très grave. Je pense qu'il faut laisser le patient digérer et poser ses questions. Ce n'est pas la peine de lui asséner en disant « Écoutez, voilà, vous avez un diagnostic, vous en avez pour 6 mois », alors qu'il n'a pas posé la question. Il la posera un jour, mais peut-être pas tout de suite. Donc, il faut prendre son temps, accompagner le patient. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Prévoir de le revoir, peut-être de le revoir avec un proche. C'est sûrement quelque chose de très important aussi. Je pense que vous serez d'accord. Et donc, c'est tout ça. Alors, on a fait beaucoup de progrès en France quand même. Il y a des consultations d'annonces. Hein. On ne part pas de nulle part. Donc, il y a quand même beaucoup de progrès qui sont faits. Mais je crois qu'il y a encore, enfin c'est ce que vous disiez, hein, il y a encore une marge de manœuvre, je pense, importante. Parce que vous, Raymond, donc, je le disais, vous êtes patient expert. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un patient expert versus patient partenaire? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs terminologies. Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien? Alors, je me soigne déjà. Je prends soin de moi. Voilà. Pour pouvoir m'occuper des autres, il faut que je prenne soin de moi. Donc je commence par ça. Et ensuite, en fait, avant de répondre, je voudrais dire 2 mots sur le patient. Je vous en prie. Le patient, c'est une origine latine, hein, patior, celui qui souffre, celui qui endure, celui qui est soumis quelque part. On note une notion de soumission. Et dans l'étymologie, on remarque qu'un patient qui devient un acteur est un non-sens étymologique. Donc là, moi, j'essaye de montrer que je ne vois pas tout à fait ça comme ça. Et ce qui fait que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, mais qu'est-ce que fait le patient? Donc il n'est plus simplement un simple témoin, quelque part. Il intervient, il devient vraiment, il participe, que ce soit à l'enseignement, on va en parler, que ce soit à la recherche, que ce soit d'autres. En fait, si on prend l'exemple de l'évolution du patient, il passe du témoignage. On demande à un patient de témoigner sur sa pathologie, sa vie quotidienne, etc., etc. Si on regarde dans la formation, par exemple, qu'est-ce que fait le patient dans la formation? Il participe à toutes les étapes de la formation, c'est-à-dire la participation à l'ingénierie, à la co-construction des programmes. Il participe, il enseigne, il participe à la dispense, au développement, à l'évaluation, à la publication. Donc il est dans toutes ces étapes-là. Si on prend le patient dans la recherche, il n'est plus un simple témoin qui rentre dans un groupe contrôle, dans une étude randomisée. Il va participer à la promotion du projet, à l'analyse de l'appel à projet, à la rédaction des lettres d'intention, à la rédaction des protocoles, les demandes d'autorisation. Et dans la conduite du projet, il va participer aussi à toutes les étapes. C'est ce que vous faites? C'est ce que je fais, en fait. Et vous encadrez donc ce département à l'Université de Grenoble. C'est ce qu'il fait, c'est de la formation pour les praticiens et de la recherche avec aussi des praticiens. Le directeur, enfin la personne avec laquelle vous travaillez, c'est un pneumologue, un médecin qui s'appelle le docteur... comment il s'appelle? Christophe Pizon. Voilà, Christophe Pizon, pardon. Qui aurait dû être avec nous ce soir et finalement il ne peut pas être là. Mais vous travaillez en binôme en fait, c'est ça, hein? On travaille en binôme, en trinôme, puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2009, grâce à Catherine Tourette-Turgis, elle a créé la première université des patients à la Sorbonne. Ensuite, il y a eu Marseille en 2012, pour Aix-Marseille, et ensuite il y a eu Nice et Grenoble, et en fait, et d'autres qui sont en train de se... L'idée, c'était de s'emparer de la formation des patients pour qu'ils deviennent eux-mêmes des formateurs et tout. Donc, dans ces structures-là, et notamment le département universitaire des patients, la particularité du département, c'est qu'il est intégré complètement aux UFR de médecine et de pharmacie. Donc, c'est les unités de formation et de recherche. Donc on rentre dans cette dynamique-là de formation et de recherche. Donc on participe à l'enseignement aussi bien des étudiants en médecine, en pharmacie, à toutes les filières hospitalières et universitaires des instituts de formation des professionnels de santé. Et on participe à tout cet enseignement. Mais pas seulement en tant que patient enseignant. On intervient depuis la co-construction des programmes. C'est ça qui nous intéresse. Et maintenant, on va initier nos programmes et les co-construire avec d'autres. Donc on monte crescendo oui, pour que les patients puissent s'exprimer. Et l'objectif, et ça rejoint ce que disait Antoine, l'objectif c'est de transformer une relation prescriptive en relation collaborative. Oui, c'est ça.
plus seulement faire pour le patient, mais faire avec le patient. Oui, de vraiment être dans cette relation médecin-patient, effectivement. Voilà. Alors qu'avant, c'était une relation, Antoine, beaucoup plus patriarcale, si j'ose dire. Ah oui. Ça a beaucoup changé quand même. Depuis quoi, 20 ans, 30 ans? Oui, c'est difficile de dire. C'est difficile de dire parce qu'en fait, je crois que c'est un peu aussi générationnel. Hein. Je pense qu'on ne réagit pas toujours différemment, mais c'est vrai qu'il y a certainement des annonces difficiles qui se sont faites de façon très patriarcale et qui parfois, malheureusement, peut-être encore. Et je crois que ça, évidemment, il faut le combattre. Hein. C'est certainement plus du tout de mise. On parle de patients partenaires. Je crois que ça, c'est vrai. Les décisions sont partagées de plus en plus, quel que soit finalement le domaine de la médecine. On ne peut plus, ça c'est clair, se comporter comme avant. Je crois que c'est évident. Juste peut-être une précision, c'est-à-dire qu'il faut bien différencier l'intervention des patients dans le système de santé. D'un côté, on a, et depuis la loi du 4 mars 2002, la notion de représentant des usagers. Donc ce sont des usagers qui deviennent représentants avec une réglementation, etc., donc sans le développer, et qui vont participer à l'évolution du système de santé, à la représentation de tous les usagers. C'est-à-dire que moi, je suis atteint de maladie rénale, mais je ne vais pas représenter les usagers de maladie rénale. C'est tous les usagers et l'évolution du système de santé, avec une intervention aussi bien dans les conseils de surveillance, les directoires, etc. Maintenant, c'est très, même si c'est réglementé, c'est très actif. Ensuite, il y a toutes les autres particularités des patients qui sont ressources, pairs aidants, formateurs, partenaires, voire experts. Et là, c'est tous les patients qui interviennent. Si vous prenez un parcours de patient ou un parcours de santé, vous voyez toutes les étapes et les patients interviennent à ces niveaux-là. Donc c'est ça qu'il faut retenir et c'est l'évolution du système de santé depuis 1945 avec la loi du 4 mars 2002 qui a été quand même une loi qui a révolutionné le paysage de la santé publique. Oui, en effet. On va dire, avec la loi Kouchner, qui elle a eu deux particularités, c'est de formaliser la démocratie sanitaire et de conférer la qualité de droit des patients, etc. Donc c'est une rare loi qui a été votée à l'unanimité au Parlement. Donc c'est de là que ça a vraiment commencé quelque part, et il y a eu toute l'évolution jusqu'à maintenant. Alors juste avant de passer à la suite, sur le patient expert, il y a un niveau d'études, comment ça se passe pour devenir patient expert aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, en fait, on n'est pas patient expert au départ, ce n'est pas parce qu'on le décrète. On a l'expérience de la maladie, qui nous confère certaines expertises, mais pour arriver à l'expertise, c'est comme tous les experts. C'est expérimenté au départ, c'est celui qui a de l'expérience et qui va cheminer vers l'expertise. Donc ça, ce n'est pas en opposition avec le patient partenaire quelque part, mais je pense qu'il faut bien cadrer les choses et bien cartographier les choses de façon à ce que chacun trouve son rôle. Le patient expert, c'est un patient qui a été formé pour participer. Antoine parlait de formation tout à l'heure, c'est exactement pareil pour nous. On a besoin de se former. Si c'est pour apporter un témoignage, oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin. Au contraire, on est sur la spontanéité, etc. Si on travaille, je vais prendre l'exemple de l'éducation thérapeutique du patient. Vous, professionnels, vous avez besoin de vous former, c'est une réglementation, vous êtes obligé de vous former. Et nous, c'est pareil. On ne va pas simplement participer à un programme si on n'a pas été formé pour cela. Et donc, c'est une formation qui, c'est quoi ? C'est 5 ans d'études, 6 ans d'études, c'est juste pour les patients qui nous regardent et les médecins aussi. En fait, il y a la formation initiale de base sur l'éducation thérapeutique, c'est 40 heures de formation. D'accord. Mais dans laquelle on trouve quand même bien des choses, et notamment, j'ai envie de dire que c'est le merveilleux espace où tous les acteurs se rencontrent dans le même projet. D'ailleurs, l'éducation thérapeutique, dans sa philosophie, devrait être pratiquée dans l'entreprise, dans tous les domaines d'ailleurs. Hein, oui. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et après, c'est en fonction de cette formation initiale, c'est d'aller plus loin. Si on veut se spécialiser dans le TPA, on peut passer des DU, des masters, des doctorats, des choses comme ça. Et il y a des patients qui sont docteurs. Moi, je suis docteur en sciences de l'éducation, par exemple, mais il y en a bien d'autres qui sont présents là, qui ont passé des diplômes et tout. Et c'est ça qui va nous conférer cette qualité-là. Ok, très bien. Merci Raymond. Alors, on va passer à la suite. Donc là, l'idée, c'était d'aborder l'annonce, effectivement, de la pathologie. On en a parlé avec le docteur Waterloo. Il y a eu ce que vous disiez, Antoine. Donc, quand on annonce une pathologie, est-ce qu'il faut être
factuel, juste pour revenir là-dessus, est-ce qu'il faut donner une statistique ou est-ce qu'il faut donner de l'espoir, même si c'est pas totalement vrai dans le cas d'un... Je ne sais pas si ma question est très claire, mais... La réponse, elle est tout à la fois. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut qu'on soit factuel. Bien sûr, il faut donner parfois, si le patient le demande, un certain nombre de statistiques. Alors, si elles sont mauvaises, on va peut-être attendre que le patient le demande. Et bien sûr, il faut toujours donner une marge d'espoir, parce qu'il y a toujours un espoir. On ne sait jamais exactement comment les traitements vont réagir. Donc je pense que ce serait... c'est-à-dire criminel, le mot est un peu fort, mais de couper tout espoir. D'abord parce qu'on n'en sait rien, même si les pires des cancers, et on en a, le pire des cancers, on va vous dire il y a 5% de survie à 5 ans. Très 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 mauvais. Il y a quand même 5%, donc il y a toujours un petit espoir. Et quand on considère, enfin c'est ce qu'on dit, je crois que c'est toujours ce que l'on dit, que 40% du traitement c'est le moral du patient, si des gens lui fusillent dès la première annonce, c'est pas très bon pour le résultat, je crois. Donc, il me semble qu'il faut quand même laisser toujours un espoir. Je crois que c'est fondamental. Il y a des questions, Audrey ? Non, pas de questions pour le moment. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Audrey, justement, pour créer ce dialogue limpide, fluide, ce dont on parlait au début, communiquer avec le patient, il y a des outils qui ont été développés à la fois pour le médecin, bien sûr, et pour le patient. Je pense notamment au guide du programme What Matters to You, donc en français, ce qui vous tient à cœur. Fondapro s'est emparé du sujet déjà depuis quelques années. Alors déjà, un petit mot sur ce programme et après peut-être des exemples de... Alors, ce qui vous tient à cœur, c'est un programme, en fait, c'est un guide à la fois pour les médecins et pour les patients. Donc, pour le médecin, ça va être de lui apprendre à poser certaines questions. La question, ce qui vous tient à cœur, c'est peut-être pas forcément la question qui va être que Antoine, tu vas vouloir utiliser avec tes patientes, mais en tout cas, on va pouvoir avoir un certain nombre de questions. Si c'est pas ce qui vous tient à cœur, c'est quel est votre souhait, quel est votre objectif dans le cadre du protocole qu'on va mettre en place. C'est d'interroger le patient. Et en face, on a le patient. Et dans ce guide, on parle aussi du patient, parce qu'il faut aussi que le patient sache répondre et sache poser des questions aussi. Donc là, on est vraiment dans la partie, en effet, de communication. Il faut savoir poser des questions, mais il faut savoir écouter le patient aussi. Donc là, on va parler d'écoute active. On va peut-être en reparler aussi tout à l'heure. Oui, tout à fait. Typiquement, on sait que entre ce que je veux dire, ce que je vais finalement dire, et ce que la personne va comprendre en face de moi, il y a un énorme écart. Donc, pour pouvoir avoir une écoute active, il ne suffit pas de poser une question. Il faut bien sûr écouter la réponse et surtout, derrière, il faut essayer de reformuler. Pour donner quelque chose de tout simple, c'est une fois que vous avez discuté avec le patient, c'est est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tout est clair ? Ça paraît être, c'est des petits moments, ça paraît être tout bête, mais ce n'est pas des questions qui sont posées à chaque fois. Le patient n'est pas toujours préparé non plus à devoir y répondre ou à poser lui-même certaines questions. Ce qu'on a pu voir dans le cadre de notre guide, c'est que les études ont démontré qu'il faut à peu près 90 secondes au patient. Si on lui pose la question à la première consultation, qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble ? Vers où on peut aller ensemble ? En 90 secondes, le patient n'utilisera que 90 secondes. Et derrière, ne reviendra pas sur plein de sujets. Si on ne lui pose pas la question dès le départ, par contre, dans les consultations suivantes, c'est des questions qui vont émerger petit à petit et qui peuvent en effet rendre certaines consultations au fur et à mesure plus difficiles. D'accord, donc en fait ce que vous dites c'est que si on ouvre le débat, le patient après va se dire je voudrais dire ça à mon médecin, il va plutôt s'ouvrir que rester dans une position un peu sur son programme thérapeutique, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça, et c'est là qu'on va arriver sur vraiment une relation entre le soignant et le patient. C'est là qu'on arrive à une collaboration et on va travailler ensemble pour arriver à tel ou tel résultat. Le guide, qu'on pourra envoyer peut-être en même temps que le replay d'ailleurs, avec tout le monde. J'en profite, c'était pas prévu, mais j'en profite. Vous verrez, c'est vraiment des questions toutes simples. Après, le médecin s'approprie la question. Ce qui vous tient à cœur, c'est pas toujours pertinent face au patient, mais en tout cas, on a plein de modèles de questions qui peuvent être utilisés. Et c'est quelque chose qui va vraiment fonder quelque chose de solide entre le patient et le soignant, et qui sera forcément bénéfique après pour toute la suite du protocole. Vraiment, j'insiste, parce que souvent on dit on n'a pas le temps en consultation, il y a la pression du temps. On comprend bien que les soignants, en effet, sont sous pression. 90 secondes, et ces 90 secondes, ça va être du temps de gagner pour toutes les autres consultations derrière.
Donc voilà, dans ce guide, c'est le genre de choses qu'on peut amener dans ce guide. Et c'est important, il est pour les patients, mais il est aussi pour leur famille. C'est pas toujours le patient qui va avoir des questions, ça peut être le mari, ça peut être la famille, ça peut être selon les circonstances. Et c'est quelque chose d'important aussi d'habituer les patients à dire ce qu'ils veulent. Parce que peut-être que historiquement, comme on leur posait pas la question, ils n'avaient pas l'habitude en fait. C'est très important parce qu'en fait, on se rend compte que le médecin, souvent, il a une consultation, il a beaucoup de patients, donc il va être assez dirigiste dans sa formulation, même s'il a de l'empathie, il va être dirigiste. Et je pense qu'une des choses qui est toute simple, à la fin d'une consultation, c'est de dire au patient, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, dont vous voudriez parler ? C'est tout bête, hein, prends 20 secondes, même pas 10 secondes pour le dire. Et là, on va parfois trouver qu'il y a des questions qui se posent. On n'a même pas imaginé parce qu'on était focalisé sur l'annonce, le traitement qu'on va faire, etc. Très protocolaire, oui. Voilà. Et puis parce que, on est finalement, même si on essaie d'être objectif, on ne l'est pas, on est forcément dirigiste. Et donc de relancer le patient, c'est, je pense, l'écoute active, c'est important. Il y a ça, et puis il y a la posture. Rien n'est pire pour un patient d'être en consultation, d'avoir un médecin en face de lui qui regarde son écran, qui ne regarde pas le patient. Oui. Donc tout ça, c'est un travail qui doit être fait, c'est une formation. Donc nous, pour vous donner un exemple, à Grenoble, on intervient en 3e année de médecine, donc avec des externes, juste avant qu'ils rentrent en stage à l'hôpital. C'est bien ça. Donc c'est un programme qui s'appelle le PAC Immersion Communication, donc on est dans la communication. Ils ont une séance plénière avec tous les outils de communication, les relations, et après, on organise des ateliers par petits groupes de 25, par exemple, étudiants. Et puis, nous, on intervient, et 2 enseignants universitaires, et on met des mises en situation, on regarde les postures, on regarde tout et tout. Et c'est ça. Et ce qui est important, c'est qu'ils voient les patients avant de rentrer à l'hôpital, avant de rentrer en stage. Ce n'est pas la même dimension que s'ils rentrent directement dans leur stage. Et puis ils sont déjà tout de suite... avec l'environnement, le chef de service, l'urgence. Oui, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir, comme vous dites, une première approche avec des patients chroniques ou des patients qui ont des cancers. Et ça leur a... Parce que justement, Antoine, vous parlez de la formation. Vous n'avez pas été formé à ça. Non, donc après, c'est, je dirais, l'expérience, le côté humain de la personne, le bon sens. Après, il y a quand même un serment qui a été prêté aussi, mais voilà. Enfin, oui, le serment a peu de choses à faire dans l'affaire. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, où les praticiens sont naturellement assez empathiques et assez à l'aise, parce qu'il faut aussi être à l'aise, parce qu'il faut savoir que c'est important. Quand on annonce une mauvaise nouvelle à un patient, ça nous fait quelque chose, c'est pas évident, c'est très difficile pour le médecin. Et souvent d'ailleurs, des choses qui sont faites à l'emporte-pièce de façon maladroite, c'est pas parce que le médecin s'en fout, au contraire, c'est parce qu'il est très mal lui-même, psychologiquement mal, et donc il ne sait pas bien comment faire, et il va le sortir comme un boulet de canon. Donc c'est vrai que d'être formé, c'est sûrement quelque chose qui est certainement positif. Hein, et nous, on n'a pas connu ça dans nos études, ça c'est clair, c'est récent. Donc pour vous donner un exemple, moi j'ai 35 ans de maladie chronique, avec 2 transplantations, 2 périodes de dialyse, donc j'ai un parcours un petit peu... Du combattant. Voilà, et en fait, ce que j'ai fait, je me suis investi dans les associations et tout, mais j'ai beaucoup observé les médecins. J'ai beaucoup observé les soignants, et j'ai remarqué que si je me mets à la place d'un médecin, il y a une consultation qui est hyper chargée, il voit des patients toute la journée de plus en plus mal les uns les autres. Donc il faut quand même comprendre la situation du médecin, dans quelle situation il se trouve, d'un point de vue émotionnel et tout, il faut gérer. Et je pense que il n'est pas mal intentionné, le médecin n'est pas mal intentionné, mais je pense qu'il se protège quelque part. Donc il faut créer, c'est-à-dire qu'entre la relation soignant-soigné, il ne s'agit pas aux soignants de porter les meurtrisseurs du corps et de l'âme du patient. C'est justement quand on parlait d'empathie, moi j'ai plutôt tendance à parler d'empathie raisonnée, c'est-à-dire que où on met le curseur, jusqu'où on peut aller pour qu'il y ait un accompagnement qui soit de bonne qualité et faire en sorte que tout ce qui peut être mis en place pour faire communiquer le patient, parce que le patient, lui, de son côté, il peut être bloqué. Quand on lui annonce une mauvaise nouvelle, on se referme, on ne dit plus rien et tout, il peut être sans voix et tout. Parce qu'il faut quand même un temps quand même d'assimilation de on parlait de cette charge. tout à l'heure, c'est donc, ça. Je vous rejoins, Antoine, il faut organiser les choses pour
prendre du temps. Donc une deuxième consultation, Voilà. ça c'est vraiment le truc. Aujourd'hui, si vous pensez que c'est fait systématiquement, Antoine? Déjà, il y a la consultation d'annonce qui est vraiment bien, oui, mais codifiée. c'est celle-ci qui dure 3/4 d'heure ou celle-ci, est-ce qu'elle est vraiment, il y a un temps qui est conseillé? Oui, il y a quand même, oui, c'est quelque chose qui se fait avec quand même... faut prévoir. Oui, il faut prévoir, ça se prévoit, oui, c'est pas quelque chose qui se fait... Il faut évidemment pas le faire, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, il n'est pas question quand on fait ce genre de choses d'être dérangé par le téléphone, de faire ça dans un coin de couloir, enfin, il faut vraiment prendre son temps, enfin, c'est très important. Mais ça, c'est plutôt récent, parce que l'exemple de Raymond, c'est pas du tout ça, c'est la première consulte en 10 minutes, la deuxième avec quelqu'un d'autre un peu mieux. Donc c'était très bien, non, je veux dire, ça traduit bien, parce que c'était, j'imagine, il y a 35 ans, il y a 35 ans, il y avait un médecin qui l'a dit comme ça, mal, et l'autre qui l'a fait bien. Voilà. Donc en fait, alors que maintenant, on essaye d'uniformiser, d'avoir cette... Il y a une prise de conscience nécessaire, je crois, qui fait qu'on progresse, quoi. Il y a ça, et puis il y a la formation. Il y a des choses qu'on trouve dans l'éducation thérapeutique, qui est quand même une formation qui est un petit peu générique, mais dans laquelle on trouve de l'entretien motivationnel, on trouve de l'écoute active, on trouve de toutes ces dimensions. En fait, c'est favoriser et valoriser, même, je dirais, cette relation, faire en sorte que le patient puisse s'exprimer. Si le patient... il faut créer les conditions pour que, à la fois, il y ait cette communication qui s'établisse entre le médecin. Parce que si le médecin est trop dans une relation trop verticalisée, quelque part, en disant je suis le sachant, etc., c'est différent de la relation qui va être établie avec un patient qui va pouvoir s'exprimer déjà de ses soucis. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce livret, parce que c'est vraiment le plus important, c'est créer cette relation et faire en sorte que le patient s'exprime. Et là, dans le cadre des internes, des externes que vous formez, ils en retiennent des choses, ça les change, ils ont un autre regard, vous pensez ils ont un autre regard, parce qu'en fait, quand on fait là, on a mis en place des choses, c'est récent, hein, mais on a mis en place des choses, on a fait des interviews tout de suite après la formation avec un groupe d'étudiants, donc on a fait un petit guide pour voir qu'est-ce que vous pensez de l'implication des patients dans la formation, etc., etc. Ils sont très, très intéressés qu'on intervienne et qu'on intervienne de plus en plus. Bon, c'est une Parce bonne chose. ils ont besoin, en fait, on ressent, moi je fais ça, j'enseigne depuis 2009, mais moi je ressens vraiment un besoin des étudiants de communiquer avec le patient. Alors après, dans l'enseignement, il est évident qu'on ne va pas traiter l'aspect clinique. Ce n'est pas notre truc. Chacun pas son travail, bien sûr. Mais quand on regarde tout l'environnement de la clinique, là, on a un rôle à jouer, en fait. Merci Raymond. Il y a 2 questions, Audrey, je vous laisse les lire. Allez-y. Oui, donc il y avait une question, alors on a parlé un petit peu quand même, mais sur l'annonce, donc sur cette annonce difficile, ne pensez-vous pas qu'il est indispensable de prévoir plusieurs entretiens, au moins 2, avec un délai suffisant entre les 2, et ça rejoint certaines conversations qu'on a, Antoine, sur la Fondation, entre-temps, donner des éléments, de l'information écrite, de la bibliographie, Internet, etc. Antoine peut-être. 2 consultations, ça paraît absolument évident. La question du délai est une question très intéressante, parce que ça dépend du patient. Il y a des patients qui auront peut-être besoin de digérer, et on peut dire qu'il faut peut-être 2, 3, 4, 5 jours, et d'autres qu'on a besoin de revoir très vite, parce qu'il y a 10 000 questions qui vont se poser très vite, et s'il y a un très grand délai, on augmente l'angoisse. Donc je pense que là aussi, c'est une question d'organisation, et puis surtout de sentir le patient, celui qui a besoin qu'on le revoie très vite, et puis celui qui est peut-être plus lent, peut-être, et qui aura besoin de plus de temps. Mais je pense qu'il faut être, c'est vrai, vous avez raison, disponible pour pouvoir revoir assez vite le patient dans ce genre de choses. Alors, quand on est dans une discipline où les mauvaises annonces, on va dire, les annonces difficiles sont pas tous les jours, c'est assez facile d'organiser, parce que quand on a ce genre de choses, on va se mettre en 4. Mais il y a des disciplines où les annonces difficiles sont vraiment monnaie courante. On a par exemple un spécialiste du cancer du sein, il va en voir tous les jours. C'est sûrement plus compliqué de s'organiser. Ou devant, il faut qu'ils mettent en place une organisation qui tienne compte de ça. Et au niveau justement de l'information, ça rejoint un peu la deuxième partie de ce live, c'est justement l'information, le consentement. Les médecins aujourd'hui, ils ne donnent pas, selon les pathologies, de kit, on va dire, d'infos à leurs patients. Si, alors aujourd'hui...
Alors si, l'information, enfin, il y a peut-être une autre question avant, peut-être qu'on va peut-être régler, parce que l'information, c'est un grand sujet. Donc, oui, en effet, si vous voulez. Donc il y avait une question, ne doit-on pas prendre la précaution de demander la présence d'une tierce personne, idéalement, voilà, une personne de confiance dès la première consulte ou au moins la deuxième. Enfin, je veux dire, dire au moins, formuler au patient, vous pouvez vous faire accompagner, ou il est peut-être souhaitable que vous soyez accompagné par un tiers, parce que il y a des questions que peut-être posera le tiers, ou des choses qu'il va entendre le tiers qui pourra lui redonner après, donc je crois que ça, c'est important. Et d'ailleurs, il y a un commentaire de la même personne, Eric Trisna. Allez-y Audrey, je vous laisse la lire. Donc une formation pendant les études est indispensable, exemple des jeux de rôle, mais il me semble que des webinaires pour médecins de tout âge dans le cadre de la FMC, avec des reconstitutions de situations vécues, comme cela a déjà été fait par Branchet Aspro dans des domaines un peu moins ciblés. On est bien d'accord. Très bonne remarque. C'est tout ce qui peut être fait dans la formation pour justement créer des outils, des choses comme ça, pour que cette communication s'améliore. Et les jeux de rôle sont très intéressants. Bien sûr. Effectivement, on a déjà diffusé à bord du truck des vidéos enregistrées sur l'annonce, avec vraiment des cas caricaturaux de choses qu'il ne faut pas faire, versus voilà, des cas un peu plus intéressant. Alors, on va passer justement à la deuxième partie de ce live. Donc, c'est tout ce qui concerne le consentement, la décision partagée dont Audrey a déjà parlé avec le guide. Alors, justement, Antoine, est-ce que vous pourriez déjà expliquer s'il y a des patients qui sont là ce soir et qui sont... Parce qu'on a aussi invité, bien sûr, des patients à ce live. Les deux notions, déjà, le consentement, pour que les personnes peut-être un peu novices comprennent bien ce qu'on entend par consentement. Le consentement, c'est être d'accord. Donc, être d'accord, en principe, pour un soin, pour une intervention chirurgicale. Ça, c'est le consentement. Et pour consentir, il faut être informé. C'est pour ça que c'est totalement indissociable, l'information et le consentement. Alors en chirurgie, il faut rappeler que en cas de problème, la preuve de l'information et du consentement incombe au chirurgien. Donc on a vraiment beaucoup réfléchi là-dessus, comment faire. Et c'est vrai qu'on en arrive à des moyens où il y a une traçabilité qui vont nous permettre de démontrer, le cas échéant, qu'on a bien fait cette information. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir des écrits. Et donc d'ailleurs, à Fondapro, on a un fonds documentaire de 300 fiches, puisqu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est, si on parle de chirurgie, il faut remettre au patient, en théorie, une fiche d'information de l'intervention qu'on va faire. Ce n'est pas une fiche générale en disant, voilà, je vais vous faire ceci ou cela, vous pouvez mourir éventuellement s'il y a une complication. Non, il faut dire, je vais vous faire, par exemple, une hystérectomie, je parle pour ma paroisse. Voilà plusieurs choses. Ce qu'est cette intervention, par quelle voie je la fais, quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qui se passe si je passe par voie haute, par voie basse? Qu'est-ce qui se passe si je fais rien? Donc il faut vraiment aller très loin. Et quelles sont les complications? Et normalement, on doit balayer toutes les complications. Donc c'est vraiment, ça prend du temps et c'est vraiment quelque chose de très important à envisager. Donc ça, c'est la fiche d'information. Et de reste, à la fin, il y a un quiz pour savoir si le patient a bien compris, parce que sinon on va nous dire, bah oui, moi j'ai lu ce papier, etc. Donc il y a cette fiche d'information qui va avec une fiche de consentement, qui est là le fait de dire, ben voilà, j'ai pris connaissance de la fiche d'information, que j'ai signée d'ailleurs, et j'ai mon consentement qui dit, ah oui, voilà, j'ai tout compris, et je suis d'accord pour me faire opérer. C'est si vrai aussi que ces deux fiches doivent être données avec un délai. Il n'est pas question de le donner en rentrant au bloc opératoire ou le jour de la consultation en disant signez-le, vous le donnez à la secrétaire. Ça, c'est pas valable. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est normalement fini. Normalement. Donc, il faut que le consentement soit spécialisé, qu'on ait le temps de le faire. Et alors, l'HAS, d'ailleurs, donc la Haute Autorité de Santé, dit qu'on n'est pas obligé de signer un papier et que le plus important, c'est le colloque oral avec le patient. Et ils ont, en ce sens-là, raison. C'est-à-dire que, bien sûr, ce n'est pas le papier qui dispense de l'information orale. L'information orale, c'est capital, évident, capital. Mais quand même, il faut aussi que le médecin se protège. On a vu tellement de cas où ce qui avait été fait oralement avait probablement été bien fait, mais il n'y a pas de traçabilité. Oui. Le juge va condamner en disant, bah oui, vous ne démontrez pas que vous avez fait de bonne information. Donc il y a l'information orale, c'est ça qui crée le rapport avec le patient, mais il faut sûrement l'étayer et le supporter par un document écrit signé, de façon à pouvoir démontrer qu'on a fait correctement les choses. Et alors justement, on va revenir dessus après sur une solution numérique que vous avez développée, Antoine, avec Branchet. Raymond, est-ce que vous, du coup, qui êtes patient et qui travaillez là-dessus avec des patients, est-ce que vous pensez vraiment que les patients sont conscients
de l'enjeu de cette information éclairée, donc comme le disait Antoine, d'abord orale, puis, si on fait bien les choses, écrite avec ce document qui va balayer l'intervention et les complications possibles. Alors je ne pense pas suffisamment, parce qu'il y a une prise de conscience quand même de l'acte qui va être fait. On est dans le champ de la littératie en santé, c'est-à-dire que rapidement, soit on donne une information, vous donnez une information, est-ce que je comprends cette information ? Donc c'est tout ce champ-là et c'est la base de la communication, de la relation. Une fois qu'on a dit ça, on parle de consentement éclairé, quand on parle de consentement. Encore faut-il, et là je vous rejoins, que l'information soit bien donnée. Mais techniquement, comment ça se passe ? Donc, quand il y a des documents à signer, tous les patients n'ont pas forcément la capacité de lire des documents. Oui, c'est vrai qu'on parle d'un patient avec un certain niveau aussi. Voilà, parce que tout le monde n'est pas comme ça, en effet. Donc, le patient qui a des difficultés à lire ou qui ne comprend pas ou quoi, il va peut-être signer parce qu'il est tellement perturbé, voilà. Et après, il peut y avoir des problèmes et tout, parce qu'on est quand même dans la charge de la preuve, et la preuve écrite reste quand même déterminante. La preuve matérielle, bien sûr. Bien sûr que l'oral, c'est tout ce qui va se passer à l'oral qui va permettre d'avoir une bonne relation derrière, mais au niveau du consentement, pour faire signer des documents, encore faut-il que le patient ait compris, et pour ça, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément au moment de la consultation, il faut quand même du temps d'où pour justement le délai. Je crois qu'en chirurgie plastique, c'est 15 jours de délai. Alors dans les autres chirurgies, Antoine, je ne sais pas, par exemple, chirurgie de l'endométriose, c'est combien de temps de délai ? Il n'y a pas de délai fixe, mais il y a un délai recommandé. C'est-à-dire que je pense qu'un délai de 8 jours, c'est vraiment un minimum, surtout pour des pathologies comme l'endométriose, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas des urgences, c'est clairement. Donc là, parce que l'urgence, c'est un cas particulier. Là, dans l'urgence, effectivement, on n'est pas... C'est la vraie urgence. La vraie urgence, c'est 6 heures. Hein. Oui. Donc si on a vu un patient qu'on l'opère après 6 heures, normalement, on a les mêmes obligations d'information et de consentement. Alors, je reviens d'ailleurs là-dessus avec Fondapro, qui a ce fonds documentaire. On le fait relire par des patients partenaires, justement pour être certain que les fiches soient intelligibles. Et en fait, on a toute la problématique de savoir que donner. Il ne faut pas que ça soit trop simpliste, bien expliqué, mais il ne faut pas non plus que ça soit un bouquin de médecine, parce que, comme vous dites, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas lire. Ouais. Donc il faut donc avec les fiches que l'on fait, sont toujours des fiches qui font 2 pages, 3 pages au maximum, pour essayer de rester à la fois un peu concis, pour penser que les gens vont le lire. Et puis il y a Squeeze à la fin, qui permet, s'il y a quelque chose de pas compris, on leur dit, si vous avez quelque chose de pas compris, vous devez à ce moment-là impérativement reprendre contact avec votre chirurgien et avoir un nouvel entretien. Et ça, je crois que c'est quelque chose de... Oui, il faut que le patient se sente à l'aise pour dire non, je n'ai pas compris. C'est aussi ça. Et là, le médecin, au bout d'un moment, il ne peut pas non plus être garant de tout. Il faut que le patient puisse, éduqué par des patients experts, partenaires, se dire, bon, bah là, j'ai pas compris. Voilà. Donc, j'ai besoin de le revoir et que le médecin m'explique oralement, avec des mots peut-être plus simples. Et ça, c'est aussi ce que vous disiez, être un peu acteur de sa santé dans ce sens-là. Et c'est pas toujours... Enfin, tous les profils ne sont pas adaptés à ça. Alors, dans les rôles que nous faisons, parce que ça, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire que les patients, maintenant, participent à toutes les étapes. Quand je parlais de co-construction, c'est-à-dire que dans un établissement, on va créer un groupe pluridisciplinaire pour traiter la personne de confiance ou les directives anticipées, parce que ça, c'est encore aussi difficile. Et nous, on intervient dans ces groupes. Si on prend l'exemple, vous parliez de la Haute Autorité de Santé, la Haute Autorité de Santé, quand elle veut rédiger des recommandations, elle fait appel à des experts médicaux et autres, patients, etc. Elle crée un groupe de travail, un groupe de lecture, un groupe de relecture. Et nous, on participe à tout ça. Quand c'est des projets, par exemple, on a des patients qui interviennent dans les comités de protection des personnes, justement pour valider tout ce qui est sur la personne humaine, les projets, etc. L'INSERM a créé un groupe de relecteurs, et nous, dans lequel nous faisons partie. Donc en fait, le champ d'intervention des patients maintenant est immense quelque part.
Et Ce on qui est a rassurant d'ailleurs, hein, Oui, pour mais effectivement... ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Quand Oui, même. bien sûr, mais heureusement on progresse. Il y a 2 remarques, Audrey, d'ailleurs. Alors allez-y, je vous laisse la parole. Alors, il y a une question, mais en tant que déléguée de Fondapro, je vais y répondre. On me demande où on peut consulter les fiches Fondapro, donc sur le site de Fondapro. Mais on pourra peut-être mettre le lien aussi du site en même temps que le replay. On peut le dire à l'oral, c'est www.fondapro.fr ou .org. Fondation-fondapro.fr. Ouais. D'accord, fondation-du-6, Fondapro. Oui, on le mettra dans le mail de on le mettra dans le mail de satisfaction. satisfaction, et là vous avez les fiches que vous pouvez télécharger. Voilà, et puis il y a donc je remercie Christian qui nous partage une mauvaise pratique. De nombreux documents de consentement sont remis aux patients et signés du jour de l'admission. C'est catastrophique en expertise. Bonsoir Christian. Merci Bonsoir Christian. D'être notre spectateur ce soir. Christian qui est donc chirurgien orthopédiste, voilà, et qui fait partie du pôle orthopédie. Oui, donc une remarque Antoine là-dessus. Ça, c'est ce que vient de dire. Oui, Alors, voilà, c'est consacré presque par la loi dans le cadre de la chirurgie plastique. Pour nous, pas. Pour les autres chirurgies, pas. Mais c'est vrai que de le faire au dernier moment, c'est un peu désastreux. Il faut savoir quand même, j'étais hier soir dans un webinaire avec des gens de Dubaï qui disent nous, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Et en Angleterre, c'est pareil. Hein? Ils signent au pied de la salle d'opération. C'est-à-dire que sur le brancard, moi je l'ai vu combien de fois à Londres, le papier est signé au dernier moment. Ça semble être la règle et personne ne discute. Mais je crois que ce n'est pas une bonne pratique. Et je crois que la pratique française de dire on vous donne un document, on a le temps d'y réfléchir, ça paraît quand même l'évidence. Comme quoi, on n'est pas des mauvais élèves, hein, finalement. En France, on a quand même une conscience de certaines choses, parce que sur la table, on est un peu pris à la gorge, hein, entre l'anesthésiste et tout. On a envie de dire, ok, c'est bon, signé, de toute façon, je suis là. Donc voilà. Alors... une autre question que j'avais pour Antoine. Bon, je ne sais pas si on a déjà répondu, on a dit beaucoup de choses. Antoine, qu'est-ce que le médecin attend vraiment de son patient au stade de la remise de l'information, de 8 jours ou 15 jours ou autre? Qu'est-ce que vous attendez justement en 2 mots pour ne pas dire que vous êtes... Caricatural, on attend qu'il signe le papier, c'est-à-dire que... Non mais c'est extrêmement important, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on met en place des systèmes pour qu'on n'opère pas. C'est un no-go, on n'opère pas s'il n'y a pas cette signature. Pourquoi? C'est pas pour la signature, c'est pour que le patient ait compris. Et si on n'a pas ces documents, il ne faut pas opérer. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la chaîne depuis le début, où il y a une mauvaise compréhension, où le malade il est indécis, je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas ces documents justement explicites, s'ils ne sont pas signés, je crois qu'il ne faut vraiment pas opérer. Et malheureusement, on voit encore des trous dans la raquette, c'est-à-dire quand il y a un problème, tiens, où est le consentement? Il n'y en a pas. Et là, c'est défaut d'information, et là, c'est fini. C'est défaut d'information. Peut-être que l'information a été donnée, on ne sait pas. Donc si on n'a pas de preuve, comme c'est à vous de la rapporter, ce que vous disiez très clairement tout à l'heure en tant que praticien... Donc, voilà, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Et on attend du patient, d'une part, qu'il puisse accepter l'intervention, ou qu'il puisse la refuser. On a fait justement un sondage, il y avait un sondage Harris interactif qui a été fait justement sur le consentement électronique, savoir comment les gens percevaient ce consentement. Et c'était assez intéressant de voir que sur un panel de 1000 patients potentiels ou qui avaient été opérés, 20% disaient qu'ils avaient refusé, au vu des fiches d'information divers, il n'y a pas que celle de Fondapro, au vu de l'information et des explications données, 20% avaient refusé l'intervention. C'est capital, ces 20%-là... C'est beaucoup, 20%. Mais c'est beaucoup. Mais c'est ces 20%-là qui justifient tout le reste. Parce que justement, on peut penser que le médecin a fait une bonne information, et s'il y a 100% d'acceptation, c'est peut-être qu'il y a un problème. Parce qu'effectivement, il y a des patients qui vont refuser, et là aussi, ça se respecte, bien sûr. Justement, il y a une question, mais avant, Audrey, si possible, Antoine, je voulais qu'on rebondisse sur le refus de soins, justement, parce que ça faisait partie de ce live. Donc là, on progresse, il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a des patients qui sont dans le cadre où ils refusent le soin. On pense aux témoins de Jéhovah, par exemple, pour les patients les plus connus dans ce cadre-là, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, Dieu merci, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. On a des refus de césarienne, par exemple, dans certains cas. Donc, le refus de soins existe. Et donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on est là entre, j'allais dire, 2 lois. La loi de non-assistance des personnes en danger, et puis la loi Kouchner, qui nous dit qu'on doit respecter toujours les volontés du patient. Probablement, d'ailleurs, quand il y a eu des histoires, il n'y en a pas eu beaucoup, mais quand il y a eu des jugements, la première non-assistance des personnes en danger semble prendre la priorité sur la loi Kouchner dans ce cas très précis. Alors pour les témoins de Jéhovah, qui est vraiment le cas d'école, on va dire, et que Dieu merci n'est pas fréquent,
Ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'on va aller jusqu'au bout pour respecter la volonté du patient, loi Kouchner, mais que si on arrive à une situation extrêmement grave, lorsque le patient, malheureusement c'est souvent le cas, à un moment donné, sera plus capable d'avoir le discernement et de donner son avis oui ou non, à ce moment-là, eh bien, on va plutôt prendre la première loi et le médecin va prendre ses responsabilités. Et on dit toujours qu'à ce moment-là, il faut prévenir le procureur de la République pour se couvrir, parce qu'il y a toujours quand même un aspect médico-légal. Oui, ça c'est important. Ah oui, d'accord, le procureur, ok. Il faut le faire parce qu'effectivement, on est dans une situation très difficile. Mais là, on parle de cas extrême. La césarienne, c'est un cas extrême. On parle de cas extrême, c'est vrai, mais il faut pouvoir avoir ne serait-ce qu'une aide. On demande beaucoup de choses aux chirurgiens ou aux médecins, et face à ces dilemmes, que faire? Et donc là, il faut peut-être aussi que parfois les législateurs... Vous ne pouvez pas toujours... Et l'ordre aussi, vous aide là-dessus ou c'est... C'est pas vraiment évident. D'abord, souvent, c'est des choses qui se passent la nuit. Si on essaie de joindre l'ordre la nuit, c'est pas facile. Petit message à faire passer. Je vais me faire engueuler, mais c'est vrai. Oui, je veux dire les choses. Donc, et d'ailleurs, c'est pas toujours non plus très facile de joindre le procureur. Mais enfin bon, je pense quand même que, Dieu merci, c'est des situations extrêmement rares, hein, mais enfin qui parfois se sont posées et en général, on les traite comme je viens de l'indiquer. Mais c'est pas facile. On passe à la question, Audrey, du coup. Oui, donc j'avais une question d'Éric. Ne pensez-vous pas qu'il est important de responsabiliser le patient, information orale et écrite, sur les éléments patients qui vont pouvoir influencer les résultats à la suite de la prise en charge? Ça peut être la compliance au traitement, le recours aux professionnels de santé dans des délais rapides si nécessaire, le tabac, les addictions, l'hygiène, la sepsie, etc. Oui, c'est ce qu'on a dit. Hein. Allez-y, Raymond, mais oui, c'est ce qu'on a dit. Responsabiliser, c'est trouver les moyens de le responsabiliser, de le faire accepter. C'est vrai qu'il y a des patients, si on regarde la typologie des patients, il y a des patients qui sont dans le refus de soins en général. Ils sont dans le déni, moi, votre machine, j'en veux pas, votre traitement, j'en veux pas, etc. Bon, ok. Vous avez des patients qui prennent soin d'eux, et qui vont suivre les recommandations, ils sont adhérents au traitement, ils vont pratiquer l'activité physique, ils vont faire des choses, mais ils s'occupent d'eux. Oui. Et vous avez des patients qui s'engagent dans le système de santé et tout. Donc il y a ces trois typologies. Mais si on prend l'exemple du médicament, un patient, s'il a des problèmes de santé, on va prescrire des traitements. Un patient qui ne prend pas son traitement, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Ah, monsieur, madame, il faut prendre vos traitements quand même. Hein, voilà. Est-ce qu'il faut lui dire ça ou est-ce qu'il faut lui poser la question différemment en lui disant mais qu'est-ce qui vous a conduit à arrêter votre traitement? Donc on est dans la reformulation et des choses comme ça. Oui, mais voilà, donc c'est là où la ça. Communication intervient. Là, voilà. Et la manière de poser les choses, de dire les choses aux patients pour ça, pas qu'ils c'est un se gros sentent... travail. Ça, c'est important. Et puis là, je pense aussi, de temps en temps, moi j'ai vu employer le mot de contrat de soins, c'est-à-dire de dire au patient, vous vous engagez dans une démarche et on ira au bout que si vous faites telle ou telle chose, parce que c'est indispensable pour le... Sinon, c'est pas la peine. Si vous n'êtes pas d'accord de faire telle ou telle chose, c'est pas la peine qu'on parte dans tel projet de soins, puisque vous refusez, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Vous refusez. Donc, et finalement, je crois qu'il faut aussi savoir respecter ça. On peut avoir une force de conviction. In fine, si le malade ne veut pas, chacun doit décider. Je crois que c'est... Oui, mais là, on parlait de responsabiliser le patient. Ça veut dire que le médecin estime qu'il faut que le patient se dise « Oula, j'ai pas pris mes traitements, il y a un problème ». Ah oui, il faut le responsabiliser, je suis d'accord. C'est pas pareil. Oui, mais justement, il faut trouver, ce que je disais, c'est trouver les moyens de le responsabiliser. C'est mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour le responsabiliser. C'est pas seulement lui dire faut faire ci, il n'y a qu'à Faucon, quoi. Enfin, j'extrapole un peu, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut lui donner les moyens qu'il puisse s'exprimer pour pouvoir dire pourquoi il ne prend pas ces traitements, qu'est-ce qui le conduit à ne pas prendre. Et c'est là où on peut le responsabiliser. Et c'est tout un travail de communication qui est à faire. Donc là, je pense que notre rôle dans la formation médicale, etc., est particulièrement important parce que nous, on apporte un autre regard. Oui, alors prenons un exemple, l'exemple du tabac. On sait que le tabac entraîne des complications particulières au niveau de la cicatrisation. Donc on va dans certaines interventions où c'est capital de dire attention, il faut que vous ayez arrêté le tabac pour un certain délai. Parce que sinon, vous risquez des complications. Et on se rend compte, lorsqu'on va faire un dosage pour savoir, parce qu'on peut savoir s'ils ont arrêté de fumer, que toute une série de patients ne l'auront pas fait. On rejoint la responsabilisation. Et à ce moment-là, le chirurgien va dire, attendez, moi, je n'opère pas.
Oui. Parce que le contrat n'est pas rempli et que on va prendre des risques. Donc je veux dire, c'est vrai que cette notion-là est sûrement importante. Le patient a beaucoup de droits, mais de temps en temps, il a quelques devoirs aussi. Oui, et en particulier le devoir de suivre ce qu'on lui dit. Et alors, oui, j'ai des questions. Allez-y, Audrey. Alors, j'ai une question pour Antoine. J'aimerais savoir comment vous procédez lors de la consultation d'annonce, plus de temps, plus d'entretien, etc. Lorsque vous avez une patiente qui présente plusieurs maladies chroniques, exemple endométriose, sclérose en plaques, diabète. Alors, en général... Signé Alexandra. Signé Alexandra. Voilà. Alors, Dieu merci, ces 3 occurrences n'arrivent pas au même moment. C'est-à-dire que dans mon métier à moi, si je lui annonce qu'elle a une endométriose, si elle a une sclérose en plaques ou un diabète, elle le sait déjà. On ne va pas trouver en même temps, en général. Enfin, faut le supposer, sinon elle est vraiment mal en point. Donc en fait, c'est quelque chose qui va se rajouter, mais c'est vrai qu'on peut avoir cette patiente qui va dire « Oh là là, j'ai toutes les malchances du monde, parce que déjà que j'ai ça et ça, et en plus j'ai ça. » Oui, ça c'est possible. Et donc quand vous le savez, du coup, quand vous savez que vous allez annoncer qu'elle a l'endométriose et qu'elle vous dit avant « moi j'ai ça et ça ». Oui, c'est des choses qui sont effectivement ce qu'on appelle les comorbidités, ça existe. Mais en général, quand même, ces comorbidités ont été intégrées quand même par le patient, puisqu'encore une fois, il les connaît. Ça dépend par qui elles sont suivies, par qui il ou elle a été suivi et comment la relation avec son médecin s'est passée. C'est ça aussi C'est vrai, mais moi, j'ai jamais pas de souvenir d'avoir dû annoncer 2 mauvaises nouvelles en même temps, quoi. Mais si vous avez une patiente qui a une endométriose et que vous savez qu'il y a d'autres choses dans sa vie qui sont compliquées, un diabète ou autre, ou qu'elle est asthmatique, par exemple, c'est pas forcément, ou elle pour une femme, c'est l'endométriose, pardon. Du coup, vous dans ce cas-là, est-ce que vous prenez plus de précautions, est-ce que vous restez vraiment dans votre... moi je dirais qu'en fait, c'est une question de sentir l'état d'esprit de la patiente. Il y a des patientes plus fragiles que d'autres. Et on peut dire que si on a déjà une morbidité, on est plus fragile. Bon, c'est comme quand on voit des gens, tout à l'heure j'ai vu une patiente, elle était non-voyante et effectivement elle avait un problème d'endométriose. On a le sentiment que là, il faut passer plus de temps parce que c'est pas forcément évident. Déjà, on ne peut pas faire un schéma pour montrer ce que c'est. Donc, rien que ça, il faut prendre plus de temps. Donc, c'est là où c'est des cas d'espèce, en fait, mais c'est surtout la fragilité du patient, je pense. Oui, qu'il faut savoir cerner, il me semble. Une remarque, encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison. Mais, oui, là, on est là sur le partage d'expérience. C'est le ressenti. Oui. Il y a le ressenti et il y a quelque chose qui me paraît important, c'est de voir les médecins qui travaillent ensemble. C'est la collaboration entre spécialistes. Un médecin, s'il veut prendre toute la charge de toutes les pathologies pour le patient, c'est difficile pour le patient de le voir. Tandis que si on sent qu'il y a une équipe, une équipe autour, c'est un peu le rôle qu'on joue avec les pharmaciens quelque part, qu'on peut jouer avec les pharmaciens. Si on a une prescription, s'il y a un doute sur un médicament, on apprécie beaucoup que le pharmacien communique avec le médecin pour vérifier des choses comme ça. Donc en fait, faire en sorte que les professionnels se parlent entre eux déjà. C'est extrêmement important parce que dans les pathologies, c'est d'ailleurs des obligations comme en cancérologie, on appelle les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires. On les fait aussi en endométriose, dans beaucoup de domaines maintenant on le fait. Les prolapsus et autres, le malade est très rassuré quand on lui dit, d'abord ça donne du temps aussi pour qu'il réfléchisse, et puis quand on lui dit votre dossier va être présenté si vous en êtes d'accord en réunion dans laquelle il y aura les chirurgiens, les oncologues, etc., ça rassure aussi le patient. C'est pas un type qui va tout décider, mais c'est une équipe. Et l'équipe, la valeur de l'équipe, on est plus malin à plusieurs que tout seul, et ça c'est important. Donc ça je pense que ça rassure beaucoup. Puis ça évite aussi aux patients de voir plusieurs médecins sur la même spécialité, pour prendre plusieurs avis. Bon, c'est pas négatif de prendre plusieurs avis, mais quand on est dans un établissement où on voit que déjà cette culture est établie, là je soutiens, je suis complètement d'accord, je l'ai vécu, donc on est rassuré. Et entre être rassuré, créer des relations de confiance et des choses comme ça pour responsabiliser, par exemple, c'est pour ça que ça se cultive, ça se fait pas en 5 minutes. Il faut que tous les paramètres soient requis ensemble pour que ça fonctionne. Oui, c'est vrai que par rapport au sujet du live, là, si on est dans une bonne communication, on transmet une bonne information, on laisse un délai, on est disponible, on crée avec justement le guide What Matters to You un climat de
de confiance, d'écoute active, comme l'a précisé Audrey tout à l'heure. Là, on rentre effectivement dans une relation saine et vertueuse avec son patient. Et le patient, après, on ne peut pas tout faire à sa place. Il y a une dernière question, Audrey. Oui, je vous laisse la lire également. Si j'ai le temps. On a une minute. D'accord. Allez-y. Alors non, j'en ai deux, mais on verra si on a le temps de les poser. Donc déjà, est-ce qu'à l'instar des est-ce qu'on évolue comme le modèle anglo-saxon sur un refus d'opérer, par exemple quelqu'un qui n'a pas fumé, qui n'a pas arrêté de fumer, stop. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, Antoine. Voilà. Est-ce qu'on se dirige vers ce modèle-là avec les évolutions qu'il y a ou pas? Je crois que les no-go, on n'opère pas, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que le cas du tabac, c'est important parce que en fait, le chirurgien n'a pas envie que son malade ait une complication. Donc là, on comprend très bien qu'on dise non, en disant, écoutez, c'est pas grave, vous n'êtes pas arrêté de fumer, on va repousser, puis vous arrêterez de fumer. Je pense que ça, c'est important, parce qu'on n'a pas envie de prendre des risques qu'on aurait pu éviter. Je crois que c'est tout simplement ça, quoi. Donc, c'est simplement cette chose-là. Puis après, j'avais une remarque par rapport à l'information dont on parlait, notamment l'information écrite et tracée. C'est surtout une remarque, mais en expliquant que cette information tracée, elle existe aujourd'hui surtout pour la partie intervention et les complications potentielles, mais sur tout le reste de la prise en charge des processus de soins, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur ce sujet-là. Ça, c'est vrai. C'est vrai parce qu'aujourd'hui même, vous avez vu toutes les histoires qu'il y a eu sur les violences faites aux femmes, sur l'examen clinique, etc., où on nous demande maintenant d'avoir un consentement avant un examen clinique. Ça, on vous le demande. C'est pas une disons que maintenant, obligation. ça a été rappelé récemment que... dans la charte plus haut lieu, du collège. Entre autres. Mais, donc, c'est devenu, je crois, une vraie obligation. On ne va pas faire signer un papier. On est à peu près tous d'accord pour dire on ne va pas faire signer un papier. Madame, monsieur, je peux vous examiner. En revanche, il n'est pas très compliqué de demander l'autorisation. C'est-à-dire qu'avant, c'est passer à côté, déshabillez-vous. Bon, là, est-ce que vous acceptez l'examen clinique? Et si c'est non, ça se respecte. Si c'est non, voilà. oui. Si c'est et puis, oui, respect de l'intimité, on pourrait en parler longtemps. Aujourd'hui, ça a quand même été... ça va. Enfin, je veux dire... je pense qu'il y a eu beaucoup de cas, mais les médecins ont pris conscience quand même que les femmes ou les hommes, peu importe, on leur doit le respect de l'intimité, attendre qu'ils se déshabillent. Après, on leur dit qu'ils peuvent venir. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de cas maintenant qu'on découvre, et c'est vrai que pour tous ces gens qui en ont souffert, ces patients, il faut en effet... des solutions comme celle-ci, faire signer un papier à chaque examen clinique, c'est pas souhaitable pour la. Mais ça, après, ce serait une dérive à l'anglo-saxonne. Voilà. Je crois que... mais après, oui, poser la question oralement, clairement, c'est vrai que. Et il y a d'autres questions, Audrey, mais ça n'arrête pas. Alors, c'est Jean-Luc en plus. Bonsoir Jean-Luc. Oui. Dans le cas de complications post-opératoires, la relation de confiance peut être altérée et l'information sur la nature de la complication et les possibilités de recours est importante. Oui, bien sûr. D'ailleurs, lorsque cette chose-là arrive et qu'il y a une plainte qui est déposée, l'expert va regarder l'information préopératoire, mais l'information post-opératoire et l'information aux proches. Or, c'est une information qui n'est pas toujours facile, parce qu'on peut avoir des gens qui ne sont pas contents, et il faut l'accepter. En plus, on va annoncer quelque chose dans lequel on est acteur. Vous avez une complication, mais c'est vrai que vous avez opéré quand même. Donc, c'est très impliquant pour le chirurgien. Et il faut vraiment ne pas hésiter à faire une information précise et aussi accepter de répondre aux proches et aux personnes de confiance. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et qui parfois est un peu négligé parce que c'est difficile. C'est difficile, toujours. Hein. Donc, d'une façon générale, l'annonce difficile, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, c'est difficile. Mais quand on annonce un cancer, le médecin est ennuyé de le dire, mais il y est, entre guillemets, pour rien. Quand il y a une complication, il faut savoir montrer de l'empathie sans s'excuser, parce que s'il y a une complication, en général, le chirurgien n'est pas responsable. Mais la partie en face, je veux dire, le patient peut considérer, attendez, vous m'avez opéré, vous m'avez loupé. En gros, c'est ça, même si ce n'est pas vrai. Donc, il faut arriver à parler, à ne pas prendre mal les récriminations du patient. Ce n'est pas toujours facile, prendre le temps de parler d'une seule voix avec l'équipe et de réexpliquer. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la qualité de l'information préopératoire, car si on peut dire en post-opératoire, écoutez, certes, vous avez une complication, j'en suis tout à fait navré. Rappelez-vous, on en avait parlé avant, ça fait partie malheureusement des aléas. Les gens disent, oui, d'accord, c'est pas de chance, mais c'est pas forcément le chirurgien qui est responsable.
C'est pas de chance. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Antoine, le dire suffisamment tôt. Et ne oui. pas attendre par peur oui. de la réaction du patient, de la famille. Bon, après, quand il y a un décès, c'est plus rapide, je dirais. Mais... il ne faut pas reprendre pour ça. Quand on a une reprise chirurgicale, si cette reprise est faite en temps, dans un bon timing, c'est-à-dire tôt, avant que ça devienne dramatique, ça se passe en général bien. Oui. Je parle au plan psychologique. Alors que si on a attendu et que le malade, il est là au fond de son lit, on a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, outre le fait qu'on aggrave évidemment la situation, mais psychologiquement, il s'est senti abandonné. Donc là aussi, c'est important. Ça fait partie des bonnes pratiques de communication, justement, aussi, dans le cas d'une complication chirurgicale. Peut-être un dernier mot avant de clôturer, parce qu'on a dépassé un peu le temps, et on nous a demandé, en tout cas, on a eu vos retours, qu'on lit attentivement, sur le fait de faire des lives qui duraient 1 heure, pas plus. Donc là, on est à 1h05. Antoine, un mot peut-être sur Je consens, puisqu'on a parlé beaucoup justement rapidement sur l'outil numérique Je consens qui va bientôt être lancé. Très rapidement, c'est un outil numérique, simplement ce consentement dit éclairé, qui est important. Donc la fiche d'information et le consentement, on va pouvoir avoir un recueil électronique qui permet aux patients de pouvoir, sur une tablette, un téléphone, c'est une application responsive, de consulter, de signer électroniquement. Donc ça a l'avantage, c'est que le patient, là, il a en temps réel, il peut voir tout ce qu'on a pu lui donner comme information. Pour le praticien, ça a l'avantage aussi qu'il saura si ça a été fait, qu'il y a des relances qui peuvent être faites parce que parfois le patient oublie juste de l'envoyer. Et comme ça, on est à peu près certain qu'il n'y aura pas d'intervention qui soit faite sans que justement il y ait un retour. Ou alors, s'il n'y a pas de retour, c'est qu'il y a une bonne raison et on n'opère pas. Et oui, on en parle, où on se revoit. Absolument. Donc Je consens qui sera... probablement lancé en juin, a priori. Bon, on ne va pas donner de date tout de suite, mais en tout cas, Antoine a beaucoup travaillé sur cette solution avec Branchet et Tessie, société basée notamment à Grenoble qui travaille dans l'IA et dans les applications. Merci à tous les trois. Merci Raymond, merci Audrey, merci Antoine. Donc pour les fiches, on va rappeler, si vous voulez consulter les fiches Fondapro d'informations, elles sont sur le site Fondapro. Donc www.fondation-fondapro.fr. Bon, voilà. Si vous voulez revoir le live, il faut vous connecter sur branchetsolutions.fr. Voilà, ça s'affiche en bas de l'écran. Si vous êtes médecin, vous avez normalement un identifiant et un mot de passe. Donc vous pouvez vous connecter pour revoir ce live et tous les autres. Les non-médecins, on enverra un lien sur YouTube, peut-être sur la chaîne YouTube de Fondapro, tout à fait. Voilà, donc comme ça, les non-médecins pourront le suivre. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, il y a aussi Instagram @branchet_TV. Voilà, ça s'affiche aussi. Là, vous pouvez découvrir les médecins qui travaillent avec nous, des interviews, des extraits de live, voilà, beaucoup de matières vidéo. Je vous retrouve le 11 mai. La semaine prochaine, il y a un autre live. Je ne serai pas là, ce sera avec le professeur Julien Picard, le professeur Albalade-Desjaux et le professeur Hervé Boisize. Voilà, sur les soft skills et autres sujets d'actu voilà, sur les comportements périopératoires non techniques. Et moi, je vous retrouve le 11 mai pour un live sur la cybersécurité et les cyberattaques des soignants. Très belle soirée à tous les trois. Merci. À bientôt. À bientôt.